Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Je me suis infligé des overdoses, des moments où j'étais très mal. Les addicts, on cherche à s'anesthésier. On peut s'en sortir. C'est-à-dire que non seulement, c'est pas qu'une question d'arrêter, c'est arrêter et changer sa vie. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. C'est évidemment un magnifique message d'espoir, ma sœur. C'est une résurrection sur pattes. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Marie de Noailles arrivera bientôt. Elle est psychologue et addictologue. Aujourd'hui décidée à aider les autres, elle a vécu elle-même dans l'enfer de la drogue dure jusqu'à frôler la mort. Si Marie est là aujourd'hui, c'est grâce à des médecins, mais aussi à ses parents qui n'ont jamais perdu espoir, se battant pour leur fille jusqu'à la victoire. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer. Marie. Enchanté, Bonjour. Frédéric. Bienvenue. Merci. Comment vous sentez? Ça va, bien. Ouais. Bon, c'est la première fois qu'on se Moi rencontre. aussi. Oui, exactement. Je voulais faire une vanne en disant que Stéphane Bern doit connaître toute votre famille. Je connaissais ma mère. C'est vrai? Oui. Parce que Marie de Noailles, on s'attend à ce que vous nous parliez de l'aristocratie, que vous nous parliez des grandes familles, et vous avez fait le choix, vous, d'apparaître à visage découvert pour parler des addictions. Oui, tout à fait. C'est quoi le sens de cette rencontre pour vous? C'est de parler des addictions et pour la première fois de parler aussi de mes addictions. Que c'est pas une question de milieu, c'est pas une question d'où on vient, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on a eu. Enfin, vraiment, c'est démocratique, ça arrive à tout le monde, ça touche tout le monde. Et surtout qu'on peut s'en sortir et derrière avoir une vie productive. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes devenu thérapeute spécialisé dans les addictions. Oui, exactement. Psychologue et psychothérapeute. Je vous sers un café, Oui, un thé, merci. un jus. Un petit thé? Ouais, je veux bien un thé en fait. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre et en même temps j'ai déjà vu votre visage à la télévision où vous venez parler des addictions. Merci. Là vous avez fait le choix de parler de votre propre histoire. Ouais. Et d'ailleurs votre éditeur vous a demandé quelque chose que vous avez accepté, c'est que tout est clair sur la couverture. Il y a votre visage, il y a le mot addict et le texte qui est écrit dit tout. D'accord? Le 8 mai 1975, je vois le jour. Moi, Marie, Alicia, Eugénie, Charlotte, Blandine, seconde fille du duc et de la duchesse de Noailles. 30 ans plus tard, je choisis la vie. Je m'arrache à l'alcool, à l'herbe, à la cocaïne, à ces dépendances qui, depuis 15 ans, me possèdent et me consument. Je m'appelle Marie, j'ai 2 anniversaires et une seule vie. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai 2 anniversaires et une seule vie? J'estime vraiment que ma vie avant, dans les addictions, moi je dis actives, c'était vraiment terrible, quoi. J'avais du mal à avoir une vie, j'avais du mal à vivre comme monsieur et madame tout le monde. Et à partir du moment où j'ai arrêté, quand j'avais 29 ans, ma vie a complètement changé. Vous étiez en danger? Ah oui, bien sûr, que je sois pas morte, c'est un miracle, vraiment. Ça, ouais, vraiment. Avant de se rencontrer, je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre histoire qu'on va dérouler pour comprendre qui vous êtes. Et donc je vais vous proposer de parcourir le patio et cette exhibition de photos. Et puis on se retrouve dans le patio dans quelques instants, ça va? Ouais, merci. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magic mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, but I'm out of my mind. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit une vie défiler?
Je pensais pas être aussi émue. Parce qu'il y a des photos de ma mère, que ma mère est plus là aujourd'hui, mais voilà, des souvenirs qui font partie de ma vie et de mon histoire. Ouais, mais il y a des photos un peu difficiles, je trouve. Sur cette photo, vous êtes petite fille. Oui. Vous avez quel âge? Je dois avoir entre 6 et 8 ans. Et si l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu, par magie, aller souffler quelque chose à l'oreille de cette petite fille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? C'est difficile, mais je pense que surtout, je l'aurais prise dans mes bras. Je lui aurais dit de faire gaffe. Je leur ai dit que la drogue et l'alcool, c'est pas si banal, c'est pas si rock'n'roll et que voilà, j'aurais essayé de lui raconter peut-être mon histoire. Voilà, j'aurais fait ça. J'aurais raconté sa vie et les dangers. Marie est née en 1975, fille du duc et de la duchesse de Noailles. Le poids de l'histoire pèse d'emblée dans son nom et sur ses épaules. Marie appartient à la famille de Marie-Laure de Noailles, grand nom de l'art contemporain et muse de Jean Cocteau. Vos parents font quoi ma mère était journaliste. Elle a toujours travaillé. Mon père aussi a beaucoup travaillé. Il a été diplomate. C'est sûr que c'était un milieu privilégié. La révérence, baise-main pour mon frère. Bon, voilà, des trucs qui aujourd'hui n'existent plus vraiment. Mais et puis, mes parents, ils n'étaient pas trop accrochés à ça. Mes grands-parents, oui. Alors, vos grands-parents, vous les voyez où et quand? J'avais une passion pour mes grands-parents. Je les voyais donc à la campagne, chez eux, tous les week-ends. Vous avez une maison de campagne? Oui. Ou dans le château? Oui, c'est... Ma question était ironique presque. Non, oui, mais je dis jamais je vais passer le week-end dans mon château, quoi. C'est dur à dire. Mais oui, c'est marrant, c'est vraiment dur à dire. Et même, quelque part, bizarrement, c'est plus difficile pour moi de parler de ça sans filtre, parce que je me dis, mon Dieu, les gens vont croire que je suis Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on va me juger par rapport à ça. Sauf que là, vous êtes une enfant, vous n'avez rien choisi. Donc on ne peut pas avoir de jugement pour une petite fille qui n'a pas choisi le milieu dans lequel elle grandit. Mais pour qu'on ait des images comme ça, donc le week-end, vous allez voir vos grands-parents dans un château? Dans un château. On avait des cousins, on jouait dehors, on avait des goûters d'anniversaire de je sais pas combien d'enfants. Princier. Ah mais oui, vraiment. Il y avait un clown, des barbapapas, des poneys. Et une image que je garde, il y a un billard dans la maison et le billard était rempli d'une montagne de cadeaux. Alors les grands-parents aimés, profite des grands-parents, votre grand-père. Alors mon grand-père paternel, donc c'était à l'époque le duc de Noailles. Même ça, vous marmonnez, le duc de Noailles. C'est drôle. Oui, bon voilà, le duc de Noailles. C'était un petit monsieur, génial, hyper drôle, très aimant. Vous avez une relation particulière avec lui? J'ai l'impression, mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, je me sens valorisée. Il me fait souvent des compliments. Il me compare à Anna de Noailles, qui est aussi une grande poétesse, qui était mon aïeule. Mais il me fait rire. Et justement, la petite fille que vous êtes, c'est quoi sa place dans la fratrie, les relations avec les parents? Là, c'est comme dans toutes les familles. Je pense pas que mes parents ont fait quelque chose de mal ou se sont plantés dans l'éducation, dans ci, dans ça. C'était ma manière de ressentir les choses. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que j'étais une enfant hypersensible, sûrement assez anxieuse. Et que les toutes petites choses de la vie d'une petite enfant de cet âge-là me bouleversent. Alors, je sais pas, ma mère me gronde parce que je n'ai pas rangé ma chambre, je le vis comme un drame. Mais j'ai des très bons souvenirs avec ma sœur, je l'admire.
Elle a 3 ans de plus que moi. Vous l'admirez, ça veut dire que vous vous placez un peu en dessous dans votre estime, dans votre sûrement. confiance en vous? Oui, sûrement. Est-ce que cette petite fille a des manques? En quoi elles se sont différentes? Je pense que j'ai un manque affectif. J'avais un trou. C'est-à-dire que je suis née, je pense, avec une boule à l'estomac. Et ça n'a fait qu'empirer au fur et à mesure de... Vous vous rappelez de cette sensation? Ah, vraiment. Oui, vraiment. J'ai commencé à l'exprimer, je pense, vers entre 6 et 8 ans. Ben voilà, c'est cette petite fille sur la photo. Alors, je demande à ma mère, et à l'époque, on vivait aux États-Unis, donc ma mère me dit c'est le mal du pays. Enfin bon, voilà. Marie passe 5 années aux États-Unis, sur cette terre étrangère. Sa mère entend sa souffrance, mais n'en prend pas encore la mesure. Sans ses repères parisiens, Marie sombre, doucement. À l'adolescence, la famille revient en France. Marie cherche alors n'importe quel moyen pour se soulager. Elle se tourne alors vers la pire des solutions, la drogue. Quel ado vous êtes? Alors là, je suis ingérable. Assez rapidement de notre retour des États-Unis, où je commence un peu comme, je sais pas, fumer une cigarette dans les toilettes de l'école, sécher, même pas un cours, je crois que c'était l'étude après l'école, peut-être choisir les mauvais copains. Quand on dit les mauvais copains, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je cherchais toujours à avoir ce sentiment d'appartenir à quelque chose ou à un groupe. Vous êtes attiré par quel genre d'ado, justement? Plus quoi? Plus rock'n'roll? Très rock'n'roll, oui. Très rock'n'roll. Je commence à fumer des joints. Tout de suite, j'adore. Je trouve ça génial. Ça me calme, ça me fait du bien. Je trouve ça vraiment sympa. Je m'amuse. Au début, c'est très festif. Et alors, est-ce que les parents sont au courant que vous fumez des joints, des pétards? Ouais. Ils apprennent vite? Oui, très vite. Je sais pas, peut-être la 2e fois où j'ai acheté une barrette de shit, ma mère l'a trouvée. Je me suis fait engueuler comme c'est pas possible. Ma mère l'a dit à mon père. Mon père est venu me faire la leçon. Enfin bon, ce que beaucoup de parents feraient. Voilà. Si tu recommences, tu vas voir, ça va barder. Vous réagissez comment, vous? Au début, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Je trouve ça pas forcément très grave. Moi, je m'amuse et peu m'importe ce que ça peut leur faire. Plus l'influence de ses parents diminue, plus sa consommation augmente. Régulièrement, Marie fugue, sort en boîte de nuit, elle devient ingérable. Jusque-là impuissant, ses parents réagissent et l'envoient dans un internat privé dans la banlieue de Boston, aux États-Unis. Vous arrivez à Boston, à l'internat. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe, j'aime pas. Je me trouve différente des autres ados de mon âge. Je trouve les Américains moins mûrs que moi, plus gamins. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de choses qu'eux. Enfin bon, c'était sûrement dans ma tête. Hein, mais... Et puis, en fait, j'y suis restée que jusqu'à Noël en pension. Parce que, pourquoi? Dans cette pension. Parce qu'ils ont trouvé une pipe à eau dans ma chambre. Donc la pipe à eau, c'est pour pouvoir consommer à nouveau? Oui, oui. De quoi? C'était de l'herbe, je pense. Donc ils trouvent ça? Ils appellent pendant les vacances de Noël, où on était en famille, pour dire que j'allais être envoyée. Et là, ils ont dit à mes parents qu'ils voulaient bien me reprendre, mais il fallait que je fasse un centre de traitement pendant 28 jours. Alors, c'est le truc américain un peu lambda où vous faites 30 jours de clinique des addictions et vous êtes moins punis. C'est un peu la sentence. Mais c'est pas bête. Mais bon, à cette époque-là, je me dis, mais je vais pas aller dans une clinique des addictions parce que je fume 3 joints. Enfin, je trouvais ça ridicule. Mais bon, j'ai accepté de le faire. Non, encore une fois, une organisation de ministres pour aider Marie, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui puisse m'aider, m'accueillir. Et là, c'est une copine de ma mère qui vit à New York. Et je crois qu'il est venu me chercher pour m'accompagner là-bas. Quel souvenir de cette première cure de désintoxication? Il n'y a pas d'autre mot, j'ai halluciné. C'est-à-dire? Vraiment. Par exemple, on a fouillé mes affaires.
J'avais pas le droit aux livres, j'avais pas le droit à la musique. Alors c'était une clinique des addictions pour adolescents. Et là, il y avait vraiment des jeunes de mon âge, mais bien évidemment qui étaient beaucoup plus loin dans leurs addictions. Et quand vous commencez, malgré le fait qu'ils me disaient « mais oui, mais tu comprends, si tu continues, un jour tu prendras de l'héroïne », je disais « mais ils sont complètement malades ces gens, je suis tombée chez les fous ». C'est pourtant ce qui va se passer plus tard. C'est pourtant ce qui va se passer plus tard, mais c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est très difficile d'entendre ce discours. Après cette cure, vous revenez à l'internat? Non, parce que je me suis fait virer de la cure. Virer de la cure? Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais amené de l'herbe en douce et puis je sais pas, un jour je le dis à une fille qui était là et donc elle m'a dénoncée et ils m'ont renvoyée. Et donc là, encore une fois, il faut trouver une solution. Donc je suis acceptée dans une pension à New York et j'ai le droit de passer le week-end chez une copine de ma mère, toujours la même copine. Là, vous avez 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans, à peu près. Donc 16 ans, New York, c'est... Ah, alors là, c'était génial. En plus, ma sœur avait un copain américain un peu plus âgé. Elle m'avait donné son numéro, voilà, pour que je rencontre des gens. Et je pense que ma sœur le savait pas, mais lui consommait, prenait de la cocaïne, des ecstasy ou ce genre de choses. Donc la gamine de 16 ans, qui elle fume Ouais. et a l'impression que c'est pas grave, à ce moment-là, à 16 ans, vous avez envie d'essayer ça? Oui. Ça va avec ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi, dans la vie, j'ai envie de m'amuser. Donc, qui dit s'amuser pour moi, bah, c'est prendre des produits, ce qu'on me propose. Et pour vous, il n'y a pas de danger? Parce qu'évidemment, là, aujourd'hui, on est Non. adulte et vous êtes addictologue. Ouais. Donc, vous voyez bien ce Ouais. que vous racontez. Mais à ce moment-là, Ouais, pas du tout. pour vous, c'est la fête. Ça s'appelle la fête. Et c'est la fête. C'est-à-dire que je me suis vraiment beaucoup amusée. C'était pas que prendre de la drogue, mais c'était aller danser, rencontrer des gens. En plus, la fête dans les années 90 à New York, il y avait des travestis, des gays. La musique était géniale. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre façon de le dire, je pense qu'à ma gueule et à mon plaisir. Voilà, j'étais dans la recherche du plaisir en permanence. Marie a 16 ans lorsque ses parents la rappellent en France. Des nuits new-yorkaises à l'hôtel particulier familial, la descente va être dure. Est-ce que vous vous rappelez de ce retour chez les parents? Bah, c'est sûr qu'au sein de ma famille, là, à ce moment-là, je me sens pas bien. C'est-à-dire que je me sens pas bien parce que je rentre pas dans le moule d'une fille de mon âge. Et puis, mes parents, ils ont pas fumé de joint, ils ont pas pris de produits, ils ont pas fait mes 68. Donc, c'était vraiment un monde complètement étranger pour eux. Donc, ils ont dû apprendre sur le tas. Enfin, Vous rentrez en famille, là Ouais. on n'est plus dans les folies new-yorkaises. Non. Vous continuez de prendre des produits, vous continuez de consommer de la drogue ou de boire de ouais, l'alcool? ouais, complètement. C'est-à-dire que peu importe dans quel pays je suis, l'histoire est toujours la même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon, les nuits new-yorkaises sont passées, mais commencent les nuits parisiennes. Et finalement, c'est la même chose à Paris qu'à New York. Le point commun, c'est quoi? C'est la nuit? La nuit, les copains, la drogue. Donc les copains qui sont dans la même situation finalement. Oui, sûrement, oui. Avec qui je fais la fête, j'ai l'impression que c'est ma famille de choix. Donc je m'attelle vraiment à faire ça à fond. Et donc vous consommez, à quel rythme et jusqu'à quel point? À quel moment ça devient grave? Rapidement, j'ai pris de l'héroïne. Et quand vous prenez l'héroïne, parce que l'héroïne c'est un mot qui fait peur. Oui, Moi je me rappelle avoir lu quand j'étais adolescent ce livre, Moi, Christiane F., droguée, Ah, mais prostituée. pour moi, c'était mon héroïne. Enfin, mon héroïne dans le sens Mais littéraire. parce que moi, je me souviens de ce livre et j'ai l'impression que ça m'a vacciné du coup parce que pas moi. je revois sa descente aux enfers Ouais. et ça me faisait peur parce qu'elle bascule dans la prostitution. Et vous, ça vous fait pas peur? Bah, quand je lis ce livre, moi, j'arrive pas à voir le côté glauque, je vois le côté rock et excitant de l'histoire. Pas le côté prostitution, mais le côté rock'n'roll, les années 70 à Berlin. Pareil, elle a un groupe de copains dont elle est très proche. Elle a un petit copain aussi qu'elle aime.
Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille à cet âge-là, trouver que c'était une histoire géniale. C'est fou parce que je crois que cette jeune fille elle racontait quelque chose d'autobiographique. Horrible. En le racontant, en espérant transmettre, et du coup on pouvait le lire autrement. C'est ça que vous racontez. Moi, je l'ai lu autrement. Et donc vos parents vous voient lire ces livres, et puis ils s'inquiètent à quel point finalement? Ma mère était morte d'inquiétude. Vraiment, je pense qu'elle avait sûrement peur que je meure, qu'on me retrouve morte, assassinée, violée. Enfin, parce que avec la drogue va tout un milieu où n'importe quel parent serait complètement flippé de savoir leurs enfants dans des milieux pareils. À nouveau, sa mère réagit et la fait hospitaliser. Pendant 10 années, Marie passe de cure de désintoxication en rendez-vous avec des spécialistes. Mais rien n'y fait, la drogue continue de régler son quotidien. Ma première hospitalisation, c'était d'abord dans des cliniques privées dans les environs de Paris. Et puis un peu plus tard, j'étais hospitalisée à Sainte-Anne. C'est un moment important ou c'est un moment parmi les autres? Quand on dit Sainte-Anne, quand on vit à flippant, Paris, hein. On sait que c'est un hôpital psychiatrique. Il y a quelque chose de... psychiatrique. Déjà, j'avais peur, parce qu'il y avait des types qui étaient quand même assez agressifs et qui vous couraient dessus en hurlant. Et puis surtout, j'avais pas l'impression d'aller mieux, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'addiction, c'est physique et psychologique. Et donc, oui, il y a le manque physique pour certains produits. Et après arrive le manque psychologique qui est aussi difficile et même plus. Parce que là, c'est constant, quoi. Et en psychiatrie, j'ai pas eu l'impression d'être soignée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais en train de me détruire à petit feu, que j'étais en train de mourir, voilà. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Je me suis infligé, je sais pas, des overdoses, des moments où j'étais très mal. Je me retrouvais dans des situations dangereuses, où je me suis retrouvée dans un quartier de Paris pas génial, surtout en pleine nuit. Et j'ai eu une altercation avec la police qui a un peu profité de leur statut pour profiter de moi, disons. Et ça, j'ai toujours su que si j'avais pas consommé ce soir-là, je n'aurais jamais été à cette heure-ci dans cette rue. Ouais. Donc ça, c'est un moment de peur et des moments de douleur ou de souffrance. Oui. Je n'en pouvais plus d'être comme ça. J'étais très mal. Je sortais plus de chez mes parents. Je buvais du matin au soir sans forcément être ivre-morte, mais je veux dire, voilà, je gardais une espèce d'état second linéaire comme ça. Voilà. Donc oui, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que pour moi, le pire moment dans les addictions, c'est quand on aimerait ne plus consommer, on n'en peut plus de consommer, mais on ne sait pas ne pas consommer. C'est un peu ce problème de je veux pas vivre, mais je veux pas mourir. Vous portez pas les marques de la souffrance, hein? Alors, si, mais je vous les montrerai pas. Si, j'ai pas sur mon visage et heureusement, mais si, j'ai. Et quelque part, au début, je me disais, c'est pas mal, parce que si un jour t'oublies, et Dieu sait que ça m'est arrivé de temps en temps d'oublier d'où je viens. C'est une phrase qu'on dit assez souvent. J'ai ces petites marques, ces petites cicatrices qui me rappellent que c'était pas si facile. Mais qu'est-ce qui va vous donner le déclic pour en sortir? C'est ma mère, en fait, qui encore une énième fois. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle m'avait dit écoute, Marie, c'est la dernière fois, nous t'envoyons dans une clinique en Angleterre. Voilà, c'est ta dernière chance. Donc, dernière chance, c'est fort comme phrase. Oui, et je le comprends. Je veux dire, ça fait 15 ans, excuse-moi de parler comme ça, mais où je fais chier tout le monde, quoi. Et à ce moment-là, j'en suis vraiment consciente.
Donc en plus, j'ai cette honte, le cœur brisé d'être une fille pour ma mère si dysfonctionnelle, si nulle, si malade, si... Ma consommation, mes addictions passaient toujours avant tout. Avant l'école, avant la fac, avant mes parents, avant, je sais pas, mes copains. Mais cette technique-là, finalement, a marché puisque j'ai accepté de partir en Angleterre. À nouveau, je me suis dit, mais oui, ça marche pour les autres, mais ça marchera pas pour moi. Et pourtant? Et pourtant, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis restée. Alors, on n'a pas le droit de téléphoner la première semaine. Donc, la première semaine, on est coupé de tous nos proches. Et donc, arrive mon coup de fil tant attendu au bout de ma semaine. Et là, j'appelle mon père ou ma mère et je dis, non, mais c'est affreux cet endroit, c'est horrible. Il n'y a que des mecs qui sortent de tôle. Et ma mère me dit, mais tu sais, on t'a pris un aller-retour. Si tu veux rentrer, tu peux. Mais alors, ou tu vas à Sainte-Anne et tu te fais soigner là-bas, ou tu rentres et tu te démerdes. Tu rentres pas à la maison, on t'aide pas financièrement, voilà, tu te débrouilles. Et donc, ni proposition numéro 1, proposition numéro 2 m'enchantait pas, et donc je suis restée. Alors déjà, une chose qui m'avait beaucoup aidée dans ce centre, c'est que le personnel soignant, comme on dit en France, étaient tous des dépendants qui ne consommaient plus. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et puis au bout de quelques semaines, j'ai entendu un type partager son expérience. Il avait une histoire un peu différente de la mienne, mais tellement similaire. Je crois qu'il avait arrêté depuis 6 mois ou un truc comme ça. Je trouvais que c'était une éternité. Je me dis, mais c'est jamais je pourrais, de mon plein gré, ne pas consommer pendant 6 mois. Et donc je me suis dit, bon, ok, peut-être que ça marche et je veux bien commencer à croire que peut-être, éventuellement, ça peut marcher pour moi. Donc, un petit truc d'espoir. Ah mais oui, enfin... Ténu. Tout petit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous sortez de la clinique, vous êtes clean, comme on dit, ça vous... Oui. Oui, ça veut dire que là-bas, il vous apprend à être abstinent de tout produit. Autant de l'alcool, de la drogue, de tout. Ça veut dire qu'on ne prend plus rien. Donc voilà, j'arrive à rentrer dans un magasin qui vend de l'alcool et pas en acheter. C'est quelque chose qui est difficile? Non, mais c'est quelque chose où je me dis, ah, c'est quand même dingue. C'est des petites choses qui Donc il y a une forme d'euphorie à voir qu'on résiste. Ouais, mais est-ce que on résiste comme quand on est au régime et qu'on voit un gâteau et qu'on a très envie? Oui, oui, voilà. Je trouve que c'est un bon exemple. Après l'Angleterre, Marie rentre en France abstinente. Une nouvelle vie commence et elle ne rechute pas. C'est une véritable renaissance qu'elle va bientôt mettre au service des autres. En fait, j'ai repris mes études au bout d'1 an. Je pouvais passer un premier diplôme en psychothérapie. Alors, pas quelque chose qui me permettait d'exercer tout de suite, mais c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et le fait d'avoir eu les 3 premiers niveaux, là, c'était possible de rentrer à l'université dans un cursus plus traditionnel. Voilà, donc à 18 mois clean, je travaillais bénévolement dans un centre de traitement. Et pour moi, c'était... Je me disais, non mais c'est dingue. Moi, Marie, travaille dans un centre de traitement. Bon, alors je ne suis pas payée, mais c'était... quelque chose d'inimaginable auparavant. Oui, et rien que ça me donnait envie de continuer et de ne pas consommer et de déplacer des montagnes, mais littéralement. Donc voilà, j'ai la fac, après l'université. J'ai eu assez rapidement des jobs d'assistante thérapeutique. D'abord en psychiatrie à côté de Bristol. Après dans un centre de traitement anglais, mais qui avait un centre de jour à Paris. Et là, j'ai commencé donc à faire des allers-retours entre l'Angleterre, Paris. Donc aujourd'hui, vous êtes diplômé et spécialiste des addictions. Vous avez votre cabinet. Qu'est-ce que vous avez compris de l'addiction? Parce que ça reste une énigme, en fait. Est-ce que c'est psychologique, c'était un manque d'amour, on essaie de le combler, c'était l'anxiété? Est-ce que c'est, on dit souvent que c'est presque neurologique? Oui. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'addiction et quelles addictions vous pouvez soigner désormais?
Il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que c'est pas une cause, c'est pas juste neurologique, c'est pas juste génétique. Donc certaines personnes, ça va être plus la génétique. Ils me disent ah bah oui, mes parents étaient complètement alcoolos, bah voilà, j'ai bu à 12 ans etc. D'autres ont subi des traumatismes très lourds dans leur enfance ou même un peu plus tard. Je pense aussi que l'addiction, c'est un problème d'attachement, comment on s'est attaché à ses parents, quelle place on avait dans la famille. Voilà, et le social, ça c'est très important, c'est ce qu'on a vécu, enfant, adolescent, adulte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire comment s'est passée votre scolarité, comment s'est passé, est-ce qu'on s'est moqué de vous à l'école, est-ce que vous étiez malheureux, est-ce que vous sentiez différent des autres, voilà. Donc il y a un souci de transmission très fort chez vous aujourd'hui. Ça, vous en êtes sorti, vous avez envie d'aider les autres. Oui. On peut s'en sortir. C'est-à-dire que non seulement, c'est pas qu'une question d'arrêter, c'est arrêter et changer sa vie. Parce que si vous arrêtez pour toujours être aussi mal, ça sert à rien, et puis ça vaut pas le coup. Mais il y a des solutions qui font que vous pouvez vous rétablir aussi émotionnellement. C'est-à-dire vous pouvez avoir une vie sympa, agréable, et puis surtout être heureux. Moi, je pensais que je serais jamais capable d'être heureux. Je pensais que c'était pour les autres. Voilà. Merci. Merci. C'est clair. Je vais rencontrer des proches qui ont parfois découvert des choses très fortes dans vos livres. Je suis un peu nerveuse de voir mes proches, bizarrement. Pourquoi ? Je sais pas, parce que je me préoccupe de savoir comment eux vont le vivre, quelles questions on va leur poser. On va les poser ensemble, les questions. On va les voir. D'accord, je vous suis alors. Si vous êtes inquiète, il faut qu'on les rassure tout de suite. Si mes invités comme Marie de Noailles ont ce genre de force qui permet de passer tous les obstacles, c'est probablement parce qu'ils ont fait des rencontres grâce auxquelles ils se sont construits ou reconstruits. Je sais pas s'ils sont en trac comme vous. Peut-être un petit peu. Bonjour. Bonjour. J'ai donc voulu écouter les proches de Marie, sa famille, ses amis, pour comprendre comment elle a surmonté les épreuves de la vie. Tu veux passer au salon ? Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Merci d'être là. N'hésitez pas à vous servir quelque chose à boire. Vous êtes ici chez vous. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. C'est vrai qu'on vient de passer un moment en tête-à-tête avec Marie. C'était un moment très fort parce que, avec beaucoup d'authenticité et un visage découvert, elle raconte son histoire. Vous disiez il y a 15 secondes, j'ai le trac finalement. J'ai plus le trac de les entendre parler. Ah, vraiment ? Ouais. Je pense parce que j'anticipe ce que eux pourraient ressentir. Alors, expliquez-moi qui est qui. Alors, mon petit frère Emmanuel. Alors, quand vous dites petit, vous savez qu'il est plus grand que vous. Hein. Ouais. Mais dans votre tête, c'est votre petit frère. Ah ben c'est... Oui, bien sûr, c'est mon petit frère, malgré le fait qu'aujourd'hui, il a une position de grand frère par moment. Emmanuel, qu'est-ce que vous ressentez d'être là pour parler de quelque chose qui est personnel? On dit tout ce qui est personnel est universel, mais votre sœur a choisi de mettre son visage à côté d'un mot très fort. Alors que, et en même temps, il y a marqué son nom de famille tout de suite, qui est votre nom, le nom de votre famille, de Noailles. Et qu'est-ce que vous ressentez justement de parler de ça publiquement? Écoutez, je pense que c'est d'abord une grande fierté, évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que ma sœur est un très bel exemple de ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Qui sont les autres invités? Bénédicte, qui est une de mes plus vieilles copines. Elle ne fait pas son âge. Une de mes plus vieilles copines. Une super vieille copine. Quand j'étais en pension aux États-Unis, j'ai envoyé des lettres d'amour parce qu'elle me manquait beaucoup, etc. Patrick aussi, un très vieux copain qui était témoin à mon mariage. Et ce qui est drôle, c'est que Patrick, Bénédicte et moi, on s'est retrouvés tous les trois à sortir. Et vous avez tous les trois, parce que pour le coup, vous avez tous les trois connu l'addiction. C'est ça qui est paradoxal. Et on verra à quel moment vous en êtes sortis. Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que vous êtes aidés les uns les autres? Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut la comprendre, vous faites partie de cela. Tout à fait, oui. Emmanuel,
Quand vous grandissez, vous avez 8 ans de moins que Marie. Ouais. Donc dans cette famille qu'elle nous a décrite, une famille très aimante, où en apparence il n'y avait pas de problème, mais avec des parents qui, eux, très vite, finalement, elle dit, dès mon 1er juin, on a su qu'il y avait un problème et les parents ont cherché des solutions. Ils ont passé leur vie à m'envoyer dans des cures de désintoxication, leur vie à souffrir. Est-ce que vous, enfant ou adolescent, vous étiez conscient de ce problème ou à quel moment ça arrive dans votre vie? Elle vous le dit? On vous le dit? Mes vous parents le me voyez? le disent, oui. Vos parents vous disent quoi? Ta sœur a un problème avec le H. Ils disent comme ça? Ouais, ma mère, ouais. Vous vous rappelez ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là? Ouais, je crois que c'est une de mes premières angoisses. Et d'abord parce que je savais pas ce que c'était. Je comprenais qu'il s'agissait de drogue. Et Voilà. est-ce que vous en parlez avec Marie ou est-ce que vous gardez ça pour vous? J'ai pas le souvenir d'en avoir parlé avec Marie. Et est-ce que, puisqu'elle m'a raconté une sorte de descente aux enfers, est-ce que vous, en étant son petit frère, vous voyez des choses, maintenant que vous savez, qui sont des signes de ça? Oui, effectivement, à partir de là, je vois des moments où je constate que ma sœur, effectivement, va pas bien. Vous vous rappelez de quoi? Je me rappelle d'elle piquant du nez, voilà, à une heure où on ne devrait pas piquer du nez. D'autres situations? Ouais, des moments où elle s'était blessée à la maison, où elle était effectivement ivre-caisse. Et donc, je comprends que il n'y a pas vraiment de raison d'être seule et ivre dans sa maison, quoi. Donc là, à ce moment-là, effectivement, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc qui va pas. Et donc, c'est quoi le moment où vous vous inquiétez le plus pour elle? Bah, le moment où je commence à prendre conscience un peu de la gravité de la situation, de la difficulté qu'a Marie à sortir de ce mauvais pas, et aussi un moment où je comprends qu'il y a un danger de mort. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'avais pas forcément appréhendé avant. Et vous qui avez vécu ça, quand vous lisez son livre, est-ce que finalement vous avez découvert des choses? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez ces choses que vous ne connaissiez pas? Je ressens beaucoup de haine. Et puis j'ai aussi envie d'en savoir plus. J'ai envie de connaître la version de Marie, enfin voilà. En entendant mon frère raconter ça, ça m'émeut parce que... déjà, c'est marrant parce que je pensais pas... On n'en a jamais vraiment parlé en fait. On n'a jamais eu une discussion d'adulte en disant alors à quel moment t'as eu peur pour moi ou quel a été le pire souvenir ou... mais c'est vrai que pour moi, ce qui était très difficile tout au long de ces années, c'est faire du mal aux gens que j'aimais. Bénédicte, donc la copine fusionnelle, voilà, compris. Vous rencontrez à quel âge et qu'est-ce qui vous réunit tout de suite? Alors on se rencontre, Marie a 13 ans, moi j'en ai 14. Et ce qui nous réunit, c'est la même envie de faire beaucoup de bêtises, je crois. De faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire sans que personne ne nous empêche de le faire, tout simplement. Alors, elle a parlé de son milieu social. Ouais. Votre milieu social à l'époque, c'est le même? Oui, on a été éduqués avec à peu près les mêmes valeurs, etc. Et moi, ce qui m'a frappée quand j'ai lu le livre de Marie, c'est que ce qu'elle écrit au sujet de son ressenti de son enfance, c'est exactement ce que j'ai ressenti, moi, dans mon enfance. C'est-à-dire l'impression que ma maman ne m'aimait pas. Pourtant, Dieu sait que j'ai été dans une famille aimante. Mais comme Marie, quoi, vraiment. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, évidemment qu'elle m'aimait, mais en tout cas, moi, enfant, je ne le ressentais pas. Mais moi non plus. Et j'avais des besoins. Moi, j'ai avant moi 2 sœurs qui sont jumelles. Ça a été le drame de ma vie, en fait. Ben oui, parce qu'elles sont très connectées. Elles n'avaient pas besoin de moi. Donc, du coup, je me suis sentie très seule. Et du coup, quand j'ai rencontré Marie, j'ai eu l'impression de rencontrer ma sœur jumelle, en fait. Parce que vous cherchez votre place l'une et l'autre. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que quand elle est partie aux États-Unis dans cette pension et qu'elle m'écrivait, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé une part de moi-même. C'était horrible. Parfois, on était ensemble, je sais qu'elle est blonde et que je suis brune, on nous disait qu'on avait l'air de sœurs jumelles. Tellement on était tout le temps ensemble, c'était du mimétisme, on pouvait pas se passer l'une de l'autre. Et est-ce que vous découvrez la drogue ensemble? Elle a commencé un petit peu avant moi. Moi, j'avais un peu plus peur qu'elle de ça. Donc, moi, j'ai peur que moi. Ouais, beaucoup plus peur qu'elle. Ouais, moi, j'avais peur. Je prenais pour faire comme tout le monde parce que Vous j'avais. preniez quoi concrètement? J'ai fumé du hache au départ aussi.
On a énormément fait la fête ensemble, donc là on consommait des extasies, des trucs comme ça, on était tous les soirs en boîte de nuit, enfin on a écumé toutes les boîtes de nuit de Paris, enfin vraiment quoi, c'était... Mais c'était festif, donc dans ce moment-là, il n'y avait pas un côté glauque quoi, c'était... À quel moment ça devient glauque pour vous? Au moment où je commence à traîner dans la rue, à me faire... Mes parents m'ont mis dehors... à boire plus que de raison, à perdre mes boulots, à perdre mes amis, plus personne ne voulait me voir. Pourquoi? Parce que ma vie était uniquement menée par la drogue, quoi. Et parce que j'arrivais plus à aller travailler, enfin, j'arrivais plus à garder un boulot. Je veux dire, quand on est dans... Quand le cerveau est devenu complètement dépendant, il pense plus qu'à une chose, c'est à consommer. Donc du coup, vous pensez bien qu'il y a des gens, on va pas travailler, ou alors on y va et on arrive avec 3 quarts d'heure de retard, on invente des bobards. Enfin, c'est voilà quoi. Donc il y a eu un moment où tout le monde m'a tourné le dos, quoi. Je me suis retrouvée toute seule. Et la seule qui a été là pour moi, c'est Marie. Voilà. Et pourtant, vous êtes perdu de vue pendant 10 ans. Peut-être 6-7 ans. Ouais. Marie m'a recontactée, elle a retrouvé mes coordonnées par mon petit frère. Et moi, j'étais à ce moment-là dans un état catastrophique et elle s'en était sortie, en fait. Et du coup, elle est venue me voir. Voilà. On avait des vies complètement différentes à ce moment-là, mais du coup, elle m'a jamais plus lâchée. C'est-à-dire qu'elle m'appelait régulièrement, elle passait me voir même quand j'étais avec... un jour, elle est passée me voir, j'étais avec un musicien complètement taré. Ah oui, je me souviens. Elle était toute fraîche, toute pimpante. Nous, il était 11h du matin, on n'avait pas dormi. Je lui ai joué des morceaux. Après, elle m'a dit, mais c'était n'importe quoi, mon morceau. Vous pensiez que c'était bien, c'est ça? Ben ouais, mais on était... Bon, voilà. À la fin, j'étais là, génial. Ouais, non, mais... Donc vous Vous êtes êtes décalé. prêts pour l'Olympia, là. Mais alors, vous vous dites quoi dans votre tête à ce moment-là? Parce qu'elle est dans un état que vous connaissez bien, et vous en êtes sorti. Ouais. Est-ce qu'on est vous n'êtes pas encore diplômé à ce moment-là? Oui, mais j'y vais pas en tant qu'addictologue ou futur addictologue. J'y vais parce que c'est ma copine, que je sais ce qu'elle vit, que je la juge pas et que, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de lui dire que c'est possible et que justement en arrivant fraîche et pimpante, je me dis bon bah je fais forcément plus envie que pas envie. Et c'est ça la question que je vais vous poser. Parce que quand elle raconte son parcours, Marie, elle raconte toutes les cures de désintoxication qui n'ont pas marché. Si vous êtes là pour en parler, c'est que vous en êtes sorti. Mais vous, comment est-ce qu'elle va vous aider à en sortir, en fait? Alors, je vais pas vous cacher qu'au départ, j'en avais absolument rien à faire de ce qu'elle me proposait, parce que j'étais tellement dans mon délire que voilà. Moi, ça faisait un moment que j'avais envie d'arrêter. Mais en fait, j'étais toujours dans le déni, ou surtout, en fait, l'envie de consommer était plus forte que d'arrêter. Et ce qui m'a aidée à m'en sortir, c'est le fait qu'elle ne m'ait jamais lâchée et qu'elle était toujours là quand je l'appelais, parce que ça n'allait pas, pour lui demander des conseils. Toujours. Et il y a eu un jour, vraiment, où j'en pouvais plus. J'étais à bout, quoi. Je l'ai appelée, je lui ai dit, Marie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je voudrais vraiment arrêter, quoi. Et elle a été là, elle m'a écoutée, enfin voilà, et elle m'a jamais lâchée, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour que vous puissiez arrêter? Eh ben, elle m'a conseillé d'aller à des groupes de parole. Voilà, parce que j'avais déjà arrêté toute seule et puis je rechutais. Et puis elle m'a dit, Ben, tu n'y arriveras pas toute seule. Elle m'a dit, déjà, tu t'as déjà tenu pendant tant de temps toute seule, mais que tu rechutes, c'est normal. Elle m'a dit, faut un accompagnement, toute seule, c'est impossible. Voilà, et c'est vrai que le fait qu'elle m'ait passé le message des fraternités anonymes, que je fréquente maintenant, ça a été pour moi hyper génial, je veux dire. Et puis son amitié inconditionnelle. Je veux dire, quel que soit... elle est toujours là pour moi, Marie. Toujours, toujours. Et c'est vrai qu'à une époque, moi, j'étais hyper inquiète pour elle et j'aurais donné n'importe quoi pour l'aider. Sauf que moi, j'avais pas les cartes en main qu'elle a eues, elle, après, pour m'aider. C'était... C'est tout le paradoxe, c'est que vous aviez toutes les deux sombré, mais vous étiez en train de vous inquiéter l'une pour l'autre, à des moments différents. Oui, et c'est-à-dire qu'on se comprend peut-être plus vite que quelqu'un qui n'est pas passé par là. Patrick, donc vous vous êtes rencontrés il y a 20 ans, c'est ça? Oui. Quels sont les souvenirs de votre rencontre et vous êtes dans quelle période l'un et l'autre à ce moment-là? Mais moi, je travaillais. C'est peut-être le seul d'entre nous qui bosse. Je travaillais, donc moi, je venais dans l'appartement de son copain que je connaissais. Je l'avais déjà croisé à Bruxelles et tout, et je m'entendais super Petit bien. accent, c'est accent belge?
Oui. Ne vous en excusez pas, c'est tout votre charme. Et donc, j'avais carrément campé tous les week-ends dans leur appartement. Voilà, je travaillais, je trouvais ça génial. Paris, les tentations, je suis jeune, c'est cool. J'avais l'impression d'être le roi du monde. J'avais un petit appart et puis j'avais des vrais amis. Et puis, il y a eu un événement qui a fait qu'en sorte, Marie et moi, je pense qu'on a été liés jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. Elle a eu un pass-out, elle a donc un soir comme ça, boum, elle est tombée inconsciente. Et son petit ami de l'époque, il a été, comme on dit, tétanisé. Il ne savait rien faire. Elle perd connaissance. Voilà. Bah, là, vous dites ça, je crois. J'avais arrêté j'avais fait un vrai malaise, quoi. Vraiment, voilà, c'est ce qu'on pourrait peut-être qualifier aujourd'hui une overdose ou je ne sais pas, mais c'était vraiment, boum, fini. Elle ne respirait presque plus. Du coup, moi, j'ai fait du bouche à bouche et j'ai commencé à appuyer, faire ce que je pouvais. Je ne suis pas du tout secouriste. J'ai vraiment improvisé. Et j'ai eu très, très peur, mais le SAMU est venu, et puis ils nous ont dit, voilà, restez dehors. Et puis moi, je suis sorti. À ce moment-là, vous étiez dans quel état? C'est à cause de quoi, on sait? C'était un mélange de tout. Je crois qu'on n'avait pas dormi du week-end ou... oui, c'était... Enfin, sûrement, j'ai pas fait ça parce que j'avais loupé le déjeuner. Ça, c'est évident. C'est un peu plus que juste ça, mais je me souviens... Oui, j'avais dû prendre de la cocaïne. Et puis, quelques heures après, on était en boîte de nuit, puisqu'on se dit, voilà, tout va bien, elle va se reposer. Et puis, il est arrivé, comme ça, et là, je me dis, mais t'es une grande malade, qu'est-ce que tu fous, quoi? Oui, j'étais là. Et en fait, c'était un petit peu horrible, parce que là, on lui adresse plus la parole, parce que j'étais plutôt fâché de la peur qu'elle vous avait fait. La trouille qu'elle nous a fait. Mais je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, c'est que un mois après, j'ai eu le choc post-traumatique, où là, ça m'a carrément hanté souvent. Parce que... Rétrospectivement, vous avez dit, elle aurait pu mourir dans mes bras. Oui. Et elle m'a quelque part sauvé à son tour. Pourquoi? Parce que, je me souviens très bien, elle voulait absolument faire des études de photographie à Londres. Et moi, j'habitais à Londres et je travaillais à Londres. Et donc, du coup, elle m'avait dit, oui, viens voir mon père, vends-lui le truc. Ah bah oui. On m'a envie d'aller à Londres. Et j'avais un appart et tout. Et j'étais en réunion chez son père, qui est quand même quelqu'un impressionnant, qui me dit, voilà, et vous allez faire quoi, etc. Et puis, je vais vous donner son argent, et vous allez lui donner autant par semaine, etc. Donc, en fait, je me suis retrouvé dans le rôle du tuteur, que je n'étais absolument pas, que je n'avais pas spécialement envie d'être. Mais bon, Marie, c'était ma copine. Je dis, OK, ben voilà, on va vivre ensemble. On vivait un super truc à Londres. Et c'est là où là, je lui en ai voulu, parce qu'à un moment, j'avais l'impression qu'elle m'a utilisé pour pouvoir être isolée dans une ville où ses parents ne pouvaient pas être derrière elle toutes les 2 minutes. Et je suis parti, et puis elle m'a accusé de l'avoir laissé sans argent. Enfin, c'était tout un truc. Et là, pendant 6 ans, je crois, plus ou moins, on ne se parle plus. Je n'ai plus aucun contact avec la famille, ni de près ni de loin. Et moi, en fait, je rentre de Londres et je perds ma mère. Et en fait, moi, c'est un peu une descente aux enfers pour moi. Plus rien ne va, voilà. Et à un moment, j'ai la mère d'un ami très proche qui m'invite à déjeuner. Et à la fin du déjeuner, elle me donne un petit papier, elle me dit voilà, vive. Elle vous donne l'adresse d'un endroit où on peut faire une cure de désintoxication. Voilà, mais je suis dans un endroit où, vu le prix par semaine, je me dis chouette, je vais avoir l'herbe coupée au couteau, je vais avoir des jolies infirmières. Et je me suis retrouvé dans une pièce avec 40 cinglés où je me suis dit mais c'est pas du tout mon milieu, c'est pas du tout, enfin j'ai rien à foutre là quoi. Et puis un grand noir comme ça qui me dit ah, t'es un copain de Marie, toi? Je dis oui, mais je pensais qu'il parlait d'une fille que je venais de voir, là. Non, parce que Marie va venir te dire bonjour. Je dis, mais Marie, mais oui, une Française. Française, pas une... Et je ne l'ai plus vue depuis 6 ans, quoi. On s'est quittés, fâchés. Et boum, je tombe sur elle, mais elle était déjà dans la 2e phase du programme, et c'est là où elle m'a vraiment sauvé, parce que j'étais vraiment au plus mal à ce moment-là, quoi. Donc elle m'a renvoyé l'ascenseur et c'est ce qui explique aussi. Vous lui aviez sauvé la vie, on parle de ce soir-là, et donc là vous dites maintenant, elle m'a sauvé la vie à ce moment-là. Et vous êtes 2 à lui dire la même chose, vous dites tous les 2, Marie m'a sauvé la vie.
Mais c'est des endroits, enfin en tout Ouais, cas, ils essayent très d'être très durs. sympas, hein, mais... Ah, vous avez le droit de vous chambrer, mais moi j'entends quand même l'essentiel. Emmanuel, le petit frère, on connaît plein d'êtres humains sur cette terre, vous la connaissez, qu'est-ce qu'elle vous apporte? À travers qui elle est, à travers ce qu'elle a fait? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est merci de ne pas être morte d'une overdose. Quoi. Ouais. Merci d'exister. Ouais. Et de continuer d'exister et de se battre pour aller dans le bon chemin. Bénédicte. Alors moi, déjà, ce que je voulais lui dire, c'est que c'est vrai que pendant les années où on ne s'est pas vus, je suis un peu émue de dire ça, mais je pensais qu'un jour on m'appellerait pour m'annoncer sa mort. Vraiment. Mais c'est vrai que quand mon frère m'a dit, il y a une jeune femme avec une voix un peu distinguée qui m'a appelée. J'ai une voix distinguée. Parce que mon frère, il est un peu route, donc il n'a pas eu l'habitude d'avoir dit bonjour, je suis une amie de Bénédicte. Il s'est dit vraiment, et voilà, donc quand elle a repris contact avec moi et que je l'ai vue comme ça, enfin, et qu'elle m'a dit que, je crois qu'elle, ça faisait 3 ans qu'elle était clean à ce moment-là, enfin, et qu'elle avait repris enfin, le destin, c'est extraordinaire. Je trouve la destinée de cette femme est extraordinaire. Je l'ai vue dans des états tellement, où je me suis tellement inquiétée pour elle. Je me disais, c'est pas possible, elle va mourir, elle va mourir. Mais voilà, ce que je voudrais lui dire, c'est oui, merci d'être dans ma vie, parce que déjà, une amitié comme la nôtre, je peux vous jurer que ça court pas les rues. Parce que voilà, on s'est connus à 13 ans, on en a 42, voilà, et qu'on est toujours aussi amis. Moi, je l'ai choisie pour être la marraine de ma petite fille. C'est pour une bonne raison, c'est que je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux que ma petite fille soit protégée. Voilà. Donc ouais, merci d'être dans ma vie, merci de m'avoir jamais lâchée, d'avoir repris le contact avec moi quand elle allait mieux pour me passer le message, et même si ça a pris du temps, voilà. Elle a le droit de ne rien dire. Ou vous dites ce qu'on peut dire après ça. J'ai une admiration pour Ben, parce que elle a fait un parcours, elle a une petite fille merveilleuse, que Bénédicte s'est démerdée seule sur plein de trucs. C'est ce que... J'admire vraiment ce côté. Je ne sais pas si j'aurais pu faire le quart de ce que tu as fait, Ben. Vraiment. Et donc voilà, ouais. Je suis très émue. Oh, ma Ben. C'est une belle émotion. Oui, parce que Marie me dise qu'elle est fière de moi et qu'elle n'aurait pas pu faire le quart, alors que j'ai l'impression d'être rien à côté d'elle, bah, ça m'émeut, quoi. Parce que c'est vrai que parfois j'ai beaucoup de mal parce que je fais beaucoup de choses toute seule. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc si elle dit que je le suis, ben, c'est super, quoi. Voilà. Vraiment. Finalement, depuis qu'on est assis dans le salon avec vous, je me dis, mais c'est quand même génial, quoi. J'ai 3 personnes qui sont venues, qui n'ont pas hésité à dire oui quand je les ai invités. Finalement, ils sont venus pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là pour moi, mais quand c'est face à face comme ça, c'est hyper émouvant. Je partirai aujourd'hui en me disant, n'oublie pas que t'es pas seule. Je pourrais appeler Patrick, je pourrais appeler Bénédicte, je pourrais appeler Emmanuel. Je suis pas seule et voilà. Donc, ça me fait plaisir. Ouais. Savoir que vous allez partir d'ici, mais vous ne partez pas tout de suite parce que c'est pas moi qui vous ai préparé à déjeuner, ce sont mes amis. Vous m'avez présenté des gens qui comptent, donc déjà merci pour la confiance. Vous m'avez présenté des gens qui comptent pour vous. Je voudrais à mon tour vous présenter des gens qui comptent pour moi. Alors ils sont très connectés à la société dans laquelle on vit, les inégalités, les souffrances, ça les révolte. Mais alors au lieu d'être tristes et impuissants, ils cherchent des solutions, ils cherchent des gens qui ont des idées, qui sont des solutions qui marchent. J'espère que vous allez comprendre pourquoi je les adore. Donc je vous laisse entre vous quelques instants, je vais voir où on en est au niveau du déjeuner. Ça vous va? Ouais. À tout de suite. Je sais même pas cuisiner, quoi. Non mais alors tu vas apprendre. Alors déjà c'est très bien, tu fais ça très bien. Respecte la plante. Salut, frère. Qu'est-ce qu'on mange? Polenta. Avec des champignons. Non mais regardez-moi ça. Polenta, C'est parfait, Brigitte. avec des champignons. Avec des petits champignons. Ça a l'air simple quand tu le dis, mais vous êtes à 4 quand même. Oui, oui. C'est parce que Martin débute. Et moi, je sais pas cuisiner, donc on m'a demandé de couper les herbes, je... Ah bah déjà, regarde ce qu'il fait. Ah, les herbes, j'ai compris couper Tu n'as les jamais arbres. cuisiné, Martin, c'est ça? Non, je rate les pâtes, je rate le riz, en fait... Comment tu fais pour rater les pâtes? Ça va, Ben? Tu veux Kleenex? C'est ça. Je suis contente de vous voir avec les Bristol ensemble.
Mais si, je te l'ai dit en plus au... Et j'ai pas capté. Ah, t'avais pas capté ça. Ah, la vie, c'est un truc de dingue quand même. Luc, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de la grande précarité et des sans-abri. Ces sans-abri, dans la rue, ils y vivent toute la journée, même ils y dorment. Donc ils ont une vraie connaissance de la rue. Et cette connaissance de la rue, est-ce que ça pourrait pas les aider à s'en sortir, justement? Ah, génial. Bon, c'est vraiment envie. Des solutions, j'adore ça. Des solutions qui marchent. Ouais, exactement. Et on va bien manger. Et champignons, j'adore. Et on va bien manger. À tout de suite. T'as fini les lamelles, c'est bon? Elle a Allez, fini. on En fait fait, ça. c'est toi qui donnes les ordres. C'est à moi qu'on dit